Bonsoir à tous, c'est Gronaz, petite pensée sur l'autonomie ce soir ensemble. Voilà, donc on est tranquillement dans le jardin en train de brûler des racines de lilas qu'on a coupées et qu'on avait encore toujours pas déracinées. C'était la même problématique que l'année dernière, hein. On a proposé de le brûler. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu des différents aspects et stratégies pour essayer de devenir indépendant financièrement. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies, enfin indépendant financièrement. L'idée c'est de pouvoir allier un projet d'autonomie avec un revenu financier, donc voir quelles sont les différentes stratégies, possibilités, etc. On avait eu un live sur le Discord Réseau Autonome sur le sujet. Du coup, je voulais vous faire un petit retour rapide sur quelles sont les différentes stratégies qui ont été envisager, proposer, discuter. Voilà, donc on va les faire une par une. Alors la première, qui est la plus simple, c'est vous avez un travail et vous continuez à travailler tout simplement. Et le problème qu'il y a sur cette stratégie-là, donc stratégie 1, continuer à travailler. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, vous avez moins de temps pour votre projet. Mais vous avez l'avantage, c'est que vous avez plus de moyens pour pouvoir le mener à bien. Maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux du temps ou des moyens? Là est la question. La seconde stratégie, c'est de changer de travail, tout simplement. Du coup, c'est essayer de se tourner vers plusieurs possibilités, soit un autre travail à proximité de votre terrain en temps partiel ou quelque chose comme ça, qui vous permettra d'avoir un peu plus de temps pour votre projet, pour les travaux, pour le potager, etc. Mais du coup d'avoir un revenu financier moins intéressant. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Le premier, ça va être quel travail vous allez faire. Est-ce que c'est vraiment juste de l'alimentaire, à savoir, je sais pas, un mi-temps dans la supérette du coin, un mi-temps à la poste, j'en sais rien. Ou alors, ça peut être créer une activité de toutes parts en lien avec votre projet. Typiquement, ça peut être de l'élevage, ça peut être du maraîchage, ça peut être aussi tout ce qui est attrait à une collectivité et au premier commerce qu'on peut trouver dans un village, à savoir, je sais pas, un petit travailler dans la brasserie du coin, dans le bar, ouvrir une boulangerie, ouvrir voilà, un petit service d'élagage, de jardinage, etc. pour d'autres. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité. Alors après, les revenus du coup sont moins garantis et ça pose la question de la sécurité sociale et à quelle mutuelle, à quel régime vous allez devoir vous affilier pour justement continuer à toujours avoir une couverture sociale. La première stratégie peut aussi s'accompagner de un travail en télétravail, c'est-à-dire en remote on appelle ça. C'est un job qui vous permet de travailler à distance depuis chez vous. Alors l'inconvénient qu'il y a là-dessus, c'est que du coup il faut quand même réussir à s'aménager et avoir la rigueur de ne pas trop se disperser quand on est en télétravail. Au risque de se faire empiéter par le télétravail et à travailler plus que ce que il y aurait besoin normalement, quoi. Voilà, parce que du coup en télétravail on essaye de faire au mieux, mais du coup on se laisse des fois emporter par le temps et du coup on ne compte pas vraiment ses heures puisqu'on est chez soi, machin. Voilà, il n'y a pas vraiment de coupure entre. Faut réussir à trouver une coupure entre la vie de tous les jours et le travail, quoi. Donc vraiment s'aménager un espace et puis arriver à trouver l'équilibre entre le travail et la vie quotidienne, quoi. Donc ça c'est une autre option qui peut être intéressante parce qu'on a du coup des revenus qui sont relativement assurés selon le job en remote qu'on trouve, mais du coup ça peut être une bonne option. Alors la stratégie suivante, c'est tout simplement arrêter de travailler, le chômage, les aides, les allocations, le RSA, ce genre de choses. Alors il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que si vous travaillez et que vous mettez au chômage, vous aurez jusqu'à 24 mois d'indemnité pour travailler à temps plein sur votre projet.
les inconvénients, c'est que c'est pas vraiment de l'autonomie, puisque vous êtes vraiment dépendant entre guillemets des aides financières de l'État. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler d'autonomie à ce niveau-là? Je ne sais pas vraiment. Chacun se fera sa propre opinion. Donc s'il n'y a pas possibilité d'avoir de chômage, il y a toujours les minimums. Donc il y a le RSA, il y a ce genre de choses. Et puis voilà, l'idée c'est quand même d'avoir de quoi vivre, même si l'avantage d'un projet d'autonomie, c'est qu'une fois que c'est en place, effectivement vos besoins financiers mensuels sont réduits d'autant. C'est-à-dire que vous êtes autonome alimentaire, donc vous n'avez plus besoin d'aller acheter les légumes. Si vous êtes autonome en viande, vous êtes autonome. Si vous avez une rivière pour pêcher, vous pouvez aller pêcher, etc., etc., etc. Donc du coup, plus vous êtes autonome, moins vous avez besoin d'argent à dépenser. Donc éventuellement, vous pouvez survivre avec moi je dis bien survivre parce que c'est jamais évident de vivre avec très peu d'argent. Mais du coup, vous jouez le système D à fond et votre projet à fond, quoi. Donc ça, c'est une autre stratégie. Il y en a qui l'ont adoptée. Voilà, mais là, ça pose aussi la question effectivement de la sécurité sociale et des différentes assurances que dont vous pourriez avoir besoin. Donc là, il faut bien se renseigner sur les différentes mutuelles. Il y a certaines mutuelles qui prennent sans aucune contrainte, mais du coup, le coût est peut-être différent. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le sujet si jamais vraiment vous décidez de choisir cette stratégie-là. Alors, au niveau stratégie, il y en a d'autres qui ont choisi une autre stratégie, c'est de tout plaquer, de gagner rien du tout et de gagner de l'argent en faisant des vidéos YouTube. Donc youtubeur, c'est un métier, il y en a qui arrivent à en vivre, clairement, mais ce ne sera pas forcément ce sera pas Byzance dès le départ, quoi. C'est-à-dire que le temps d'avoir toute sa communauté, et puis j'ai l'impression qu'il y a un petit peu aussi d'être toujours quémandé, que ce soit les abonnés, que ce soit les likes, que ce soit éventuellement même les arrangements commerciaux avec les sponsors, etc. Enfin voilà, ou alors les Tipeee, c'est un peu compliqué. Les Tipeee, les Patreons et autres joyeusetés pour demander de l'argent aux gens qui vous regardent, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je sais pas trop comment les gens en vivent, s'ils en vivent bien, s'ils en vivent pas bien, j'en ai aucune idée, puisque pour l'instant de toute façon il n'y a rien de monétisé et je gagne rien du tout avec YouTube. C'est à la base, cette chaîne, je rappelle, moi c'est juste pour partager avec la famille, les amis, ma quête vers l'autonomie, pour qu'ils comprennent un peu ma démarche, etc. Et puis du coup, je partage des vidéos, et puis j'ai partagé sur des groupes sur les réseaux sociaux, sur le Discord Réseau Autonome, etc. Donc petit à petit ma communauté se met en place. Mais voilà, moi je compte pas du tout sur YouTube pour faire quelque chose. Peut-être que ça changera dans le temps, mais en tout cas c'est pas la philosophie du moment, et clairement, voilà quoi. La stratégie suivante, c'est ce qu'on appelle les éco-hameaux, les éco-villages. C'est rejoindre une communauté déjà existante de gens qui ont choisi de vivre sur ce mode de vie, un peu en décroissance, ou alors en communauté d'exploitants agricoles. Donc il y en a qui font ça, il y a des éco-hameaux un peu partout. Vous pouvez trouver des villages entiers de éco-hameaux. Il y a des avantages puisque effectivement niveau autonomie il vaut mieux être plus nombreux à faire différentes choses plutôt que être tout seul à tout faire. C'est un peu compliqué de tout faire tout seul, donc c'est toujours mieux d'être en collectivité pour pouvoir s'échanger des services, des biens et du troc, faire du troc, etc. Donc ça a des avantages. Les inconvénients, c'est que du coup on vit en communauté, quoi. C'est-à-dire que si on est un peu pas asociable, pas très sociable, etc., et qu'on a envie de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut, les éco-hameaux, etc., c'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir décider de façon collégiale, il faut pouvoir arriver à s'entendre avec tout le monde. Vivre en communauté, c'est jamais évident. Chacun chez soi, c'est une bonne chose quand même.
Mais effectivement, du fait de vivre en communauté, il y a beaucoup de contraintes. Donc après, il peut y avoir éventuellement des dérives dans certains éco-hameaux, genre un peu sectaire ou ce genre de choses. Mais bon, c'est de leur plein gré ou pas, hein, c'est-à-dire qu'ils s'en rendent compte ou pas. Et puis après, il y a le risque effectivement qui lui est financier, c'est-à-dire que le ticket d'entrée généralement dans un éco-hameau, il n'est pas donné. Du coup, ça peut poser problème. C'est-à-dire que si vous lâchez tout et que vous payez cher un truc dans une place dans un éco-hameau, derrière, vous êtes prisonnier dans cette collectivité. Pour en sortir, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Parce que j'imagine que l'argent, ils vont pas forcément le rendre comme ça. Donc je sais pas, écoutez, il y aura prochainement un débat spécifique sur les éco-hameaux, éco-villages, etc. Donc je vous ferai peut-être un retour dans ce style pour en reparler. Donc voilà, donc, je vous en dirai plus tard. Une autre stratégie, peut-être éventuellement la formation, le coaching. Alors il y en a qui font ça, que ce soit ils organisent des formations en permaculture, ils font venir plein de stagiaires, ils font de la conception des stages de sensibilisation, de formation, que ce soit du coaching en permaculture, que ce soit du coaching en survie en forêt, que ce soit du coaching mental. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pourquoi pas. Déjà il faut avoir beaucoup de connaissances et s'estimer suffisamment sachant pour pouvoir transmettre ce savoir, donc c'est un prérequis. 2, il faut avoir les capacités d'accueil. 3, est-ce que c'est pas un peu de l'exploitation des gens qui ont envie de choisir ce même mode de vie? Je ne sais pas, j'en suis pas là non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si les gens qui font les formations pour vous, les coachs, que ce soit en permaculture ou en coaching mental ou ce genre de choses, si c'est des bons businessmen ou si c'est des charlatans ou si c'est des gentils permaculteurs. Parce que pour moi, dans tout ce qui est permaculteur, autonomie, l'idée c'est de partager en fait, donc pas forcément de prendre de l'argent aux autres pour en faire pour le faire fructifier de votre côté, quoi. Donc je sais pas, il y a une petite barrière qui se met là, de mon point de vue. Après voilà, il faut bien que ces gens-là vivent de quelque chose. Pourquoi pas? S'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, moi je dis après tout, why not, quoi. Voilà. Alors une autre stratégie, tout simplement, c'est d'être plusieurs. Quand je dis être plusieurs, ça peut être en couple, ou alors avec quelqu'un qui a un projet similaire. Et du coup, ça permet de choisir peut-être différentes stratégies. Peut-être qu'il y en a un qui peut continuer à travailler pendant que l'autre s'arrête complètement, auquel cas il faut bien réfléchir aux garanties que peut avoir la personne qui ne travaille pas, puisque il faut qu'elle puisse quand même se retourner si jamais il y a un problème et que ça doit s'arrêter. Voilà, il y a des gens qui ont monté des projets et qui ont dû les abandonner parce que il y a eu soit un divorce, soit les gens qui devaient les suivre au départ ne les ont plus suivis ensuite. Il y a eu des retournements de situation. Je pense notamment à une annonce sur un super terrain avec permaculture, les serres et tout, les bâtiments, la yourte, où c'était une mini-ferme qui marchait bien et finalement ils revendent tout. Donc j'avais vu passer l'annonce, donc ça m'avait fait tilter. Ou alors les Jérôme qui ont fait une vidéo, donc c'est une autre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Les Jérôme, ça s'appelle. Ils ont acheté un château à la base, à plusieurs, sauf que finalement ils se retrouvent que à deux, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc dernièrement dans leur vidéo ils en parlent, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ce qu'ils en disent. Donc voilà, donc acheter à plusieurs ça peut avoir des avantages, ça peut avoir aussi des inconvénients. Il faut penser et bien sécuriser la situation de chacun pour que chacun s'y retrouve, et quand même penser au pire, même si c'est pas forcément ce qu'on pense au départ. Voilà. Donc faut penser sécurité sociale, faut penser déplacement, faut penser la capacité à rester seul toute une journée si l'autre va travailler, la capacité à pouvoir quand même faire les choses sans l'autre si jamais il y a un déplacement professionnel à faire ou pas. Peut-être les enfants à s'occuper, peut-être que, enfin voilà, il faut penser à toutes ces notions-là
en plus du fait que d'avoir le bénéfice de pouvoir acheter et de pouvoir monter un projet à plusieurs, quoi. Ça facilite quand même grandement le boulot, que ce soit tous les travaux pour faire des cabanes, pour faire deux choses. Monter une poutre de 2 mètres tout seul, faut s'accrocher, alors qu'à deux c'est quand même plus faisable. Alors le véritable problème au départ d'un projet d'autonomie, tout simplement, c'est en premier lieu l'accès à la propriété. C'est-à-dire que certains qui ont un projet d'autonomie peuvent commencer par être locataires d'une maison avec un terrain conséquent. L'avantage, c'est qu'ils peuvent commencer un potager. L'inconvénient, c'est qu'ils ne pourront pas le maçonner et le façonner de la manière dont ils le pensent, puisque c'est pas chez eux. Il faudra qu'ils voient avec le propriétaire. Faudra toujours jongler avec le propriétaire. Donc du coup, c'est pas évident. Donc effectivement, il faut pouvoir accéder à la propriété. Donc pour accéder à la propriété, le problème, c'est qu'il faut avoir de l'argent ou pas. Donc je vais vous parler du coup de ces stratégies pour devenir propriétaire d'un bien, pour pouvoir monter un projet d'autonomie. Donc la première option, comme j'en parlais tout de suite avant, c'est la location. Vous pouvez louer, essayer de trouver un propriétaire qui loue une grande maison, enfin une maison de taille dont vous avez besoin, avec un grand terrain ou un terrain qui vous correspond. Moi je dirais entre 500 et 1000 mètres carrés de terrain. Là vous pouvez déjà commencer à vous amuser, quoi. Même en dessous si jamais vraiment vous pouvez, mais vous n'avez pas d'autres possibilités. Mais voilà, en sachant que tous les mois, l'argent que vous payerez en loyer, finalement, c'est de l'argent perdu, c'est pas de l'argent investi. Donc du coup, c'est une façon de faire, mais c'est pas forcément une capitalisation pour l'avenir, quoi. Je suis pas du tout capitaliste, attention, mais en tout cas, vous pourrez pas bénéficier de cet argent que vous dépensez pour vous plus tard, quoi. La deuxième possibilité, c'est de travailler un moment et de faire des économies et de pouvoir acheter. Voilà, donc ça, du coup, ça nécessite malheureusement de pouvoir, avant de pouvoir faire votre projet, de devoir travailler et aller turbiner un moment pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir acheter. Ou alors pouvoir être en mesure d'emprunter le montant dont vous avez besoin. Voilà, parce que là-dessus aussi, il y a les banques aussi. Donc après, selon combien vous gagnez et ce que vous gagnez, vous aurez droit à tel montant de prêt ou pas. Voilà. Donc ça, après, à vous de voir. Donc il faudra peut-être travailler un peu avant de pouvoir monter votre projet. Donc il faut être en mesure de mettre de l'argent de côté. Ou alors, ce qu'il est possible de faire, ce serait de acheter un terrain directement, mais qui serait un terrain soit agricole, soit terrain de loisirs. L'inconvénient de ça, c'est que du coup vous pouvez rien faire en dur, d'accord. Donc vous pouvez pas mettre une cabane en dur. Vous pourrez éventuellement mettre une tente ou une yourte ou une caravane, ou voilà, mais un habitat léger en tout cas. Donc ça peut être une option, c'est-à-dire qu'il y en a qui choisissent cette option là, donc ils achètent quelque chose, ou alors donc ce terrain nu, l'avantage c'est qu'il sera pas très très cher, dans la mesure où s'il n'est pas viabilisé et s'il n'est pas constructible, du coup ça vaut pas grand chose, quoi, d'un point de vue cadastral, alors que de la terre, ça reste de la terre. Donc pour faire un potager, que ce soit viabilisé ou non, ou que ce soit constructible ou non, la terre, ça reste de la terre, vous pouvez travailler dessus, quoi. Voilà. Ça, c'est une autre option pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien et de terre, tout simplement. Une autre stratégie, ça pourrait être tout simplement d'acheter un terrain nu, ou alors un lopin de terre, soit en jardin partagé, soit autre chose, en plus de votre habitation ou de votre location, pour pouvoir aller faire votre jardinage, quoi. Voilà. Donc après, il faut le choisir à proximité, il faut le choisir bien placé, il faut être avec accessibilité à l'eau, etc. Ou alors pouvoir être en mesure de pouvoir mettre en place les récupérateurs de pluie, etc., quoi. Voilà. Autre option, c'est chercher un bien immobilier, donc maison ou habitation déjà existante avec un terrain. Donc du coup, il y a plusieurs cas de figure. Soit
vous êtes dans une grande ville et vous ne trouverez pas, tout simplement parce que les terrains sont tous trop petits près des grandes métropoles, parce que le mètre carré est cher, donc du coup ils découpent à mort tous les terrains en revendant petit bout par petit bout pour pouvoir faire des plus-values sur les bénéfices. Donc soit vous êtes près d'une métropole comme je disais, soit il va falloir vous éloigner, aller vers la campagne et vous perdre dans les terres, entre guillemets, même si se perdre, je parle pas dans le mode péjoratif, mais voilà, il faut savoir que du coup vous serez un peu plus loin de certaines commodités. Donc certains ont l'habitude, donc ça pose pas de problème, d'autres c'est ce qu'ils cherchent, donc ça pose pas non plus de problème. Mais il y en a certains qui peuvent peut-être avoir des problèmes de santé ou ce genre de choses, qui auraient peut-être besoin d'avoir accès à l'hôpital relativement rapidement, un commerce, des écoles, enfin voilà, il y a toujours peut-être des contraintes à penser. Voilà, donc du coup ça peut, mais le problème c'est qu'effectivement pour pouvoir acheter, du coup pour trouver quelque chose à un prix raisonnable, soit vous êtes blindé d'argent, mais du coup la question se pose pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, encore que trouver par exemple un terrain de 1500 mètres carrés dans Paris, bon courage à vous, hein. Voilà, ce sera très compliqué de trouver une telle surface à un prix, à moins d'être vraiment très 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 riche, et encore je sais même pas si ça existe un bien qui a une telle surface. Voilà, donc ça c'était pour l'acquisition d'un bien immobilier, parce que c'est le premier pas vers un projet d'autonomie, hein. Pour vraiment pouvoir le réaliser, je pense qu'il faut déjà avoir un lieu pour pouvoir mener à bien son projet, quoi. Alors l'autre option, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est d'acheter à plusieurs. Pour acheter à plusieurs, ça peut être avec votre belle-mère, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos frères, vos sœurs, ce sera le bonheur. Voilà, donc ça peut être une autre solution d'acheter à plusieurs. Ça permet de limiter les coûts et ça permet de pouvoir avoir un peu plus de moyens pour monter le projet, quoi. Maintenant, il faut être sûr de s'entendre avec les personnes. Voilà, écoutez, j'espère que tous ces éléments vous auront aidé. De notre côté, avec Binous, on n'a pas encore décidé quelle stratégie on allait adopter. Pour l'instant, elle a un logement d'ores et déjà propre. Et moi, j'ai celui-ci que j'ai acheté. Donc voilà. Donc on ne sait pas, pour l'instant on travaille tous les deux, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui est le mieux à faire. Est-ce qu'il y en a un qui doit arrêter de travailler? Est-ce que l'autre doit continuer? Est-ce que voilà. Donc qu'est-ce que vous feriez vous à notre place? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quelle stratégie vous adopteriez si vous étiez confronté un petit peu à ce projet d'autonomie qui nécessite effectivement quand même pas mal de temps sur place, donc sur le terrain, pour pouvoir faire les travaux, pour s'occuper du jardin, pour s'occuper des animaux. Voilà, c'est quand même un projet qui nécessite du temps et du travail, hein. Donc c'est pas anodin. Maintenant, c'est pas non plus irréalisable, mais il faut réfléchir à toutes les stratégies, bien poser les choses et demander, comme je le fais là, les avis des uns des autres, pour essayer de rien oublier, de penser à tout. Même si peut-être il y a quelque chose que j'ai pas proposé dans la liste, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, et puis voilà, c'était un petit résumé du débat qui a duré quand même entre 7 et 8 heures l'autre jour sur le Discord, donc c'était pas inintéressant du tout. Là je l'ai condensé en un peu moins, donc j'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur les différentes stratégies possibles pour essayer de devenir autonome alimentairement. Voilà. Autonome tout court d'ailleurs. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, machin. Vous avez vu, je fais comme les vrais youtubeurs, hein. Donc bientôt vous allez devoir payer et regarder les pubs. Non, je rigole, hein. Il n'y a pas urgence, hein. Voilà. Allez, à plus. Donc voilà, c'était encore une petite vidéo pensée au coin du feu. Là, je suis dans le jardin, donc on est en train de brûler les racines de lilas. Il se met à pleuvoir, donc c'est plutôt une bonne chose parce que la mare du coup est en place, donc ça c'est chouette. Mais du coup je vais être trempé, donc du coup je vais éteindre mon feu et puis je vais aller me coucher. J'espère que j'ai rien oublié, donc je vais me laisser
une demi-seconde là comme ça pour avoir le temps de mettre en sous-titre ce que éventuellement j'aurais oublié. Propriétaire avec locataire, jouer en bourse et ouvrir un végite. Sinon, je le couperai au montage. Allez, tchou-tchou!